Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Biol, Build Your Own Luxury. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans le monde de la mode, le monde des paillettes, le monde vraiment des fils et des aiguilles. Nous allons également parler aussi de l'histoire, on va parler de la culture qui peut aussi travailler en symbiose avec la mode. On va naviguer et on va vraiment découvrir la mode comme vous ne l'avez encore jamais vue à travers l'univers culturel africain et plus précisément béninois. Imaginez un monde où chaque point de couture raconterait une histoire, où la minutie deviendrait une forme d'art et où le luxe ne se définirait pas seulement par ce que l'on porte, mais par, encore une fois, l'histoire et la culture qui l'accompagnent. C'est Michel Weni Yerima qui est avec nous aujourd'hui pour nous délivrer son savoir, ses réalisations, son parcours. Alors, Michel, merci beaucoup d'être là avec nous. C'est vraiment, je suis très contente, c'est vraiment un honneur. Et je te laisse te présenter aux auditeurs de Biol. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci à toi pour ton invitation. Merci pour l'initiative. C'est vraiment très bien. C'est à encourager et à développer. Donc, de ce côté-là, bravo et merci. Moi, je suis, comment dirais-je, multifacette. Je suis dans la vie civile, on va dire, à la fois très technique par mon métier dans l'industrie de la mode et du luxe, et puis très artiste pour ce côté très culturel de mon essence, de ce qui je suis, béninoise. Donc, je suis à la fois responsable qualité pour une maison de luxe et à la fois artiste pour la culture béninoise. Voilà les grands axes de moi. Génial. Alors, moi, j'aimerais du coup qu'on apprenne un petit peu à connaître avant de vraiment aller dans le sujet en précision. J'aimerais qu'on apprenne un peu à te connaître, Michel, c'est-à-dire de savoir voilà, un peu quel est ton parcours, de connaître aussi voilà, tes défauts, tes goûts. On veut en savoir plus, donc dis-nous un petit peu plus sur ton parcours professionnel en tant que responsable qualité et industrialisation textile. Alors, il faut savoir que l'univers de la mode, de l'industrie de la mode de manière générale évolue énormément. Donc, entre moi, ce que j'ai appris il y a plus de 20 ans maintenant, et aujourd'hui, ce que je fais, c'est une évolution permanente. Mon métier n'existait pas il y a 20 ans, par exemple, mon métier actuel. Sachant que la base est la même, c'est vraiment des études classiques de stylisme-modélisme dans une école. Il y a différents moyens d'accéder à l'univers de la mode. Mais voilà, moi, le mien, ça a été une école de mode classique. Et puis, voilà, de stage en stage, d'expérience en expérience, de maison en maison. Et voilà, ça m'a permis de découvrir les différentes facettes du métier, les contraintes aussi, de les embrasser, de les accepter, de voir comment évoluer au fur et à mesure, et puis découvrir les métiers qui se recréent en fait. C'est vraiment un éternel, pas une réinvention, mais c'est de la création à tous les niveaux, ne serait-ce que même dans les différents métiers. Donc voilà, certains métiers apparaissent, m'intéressent ou pas, et puis je m'engouffre dans les différentes opportunités, et c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui sur un poste de responsable qualité pour une maison de luxe. Justement, j'aimerais que tu puisses vraiment nous détailler aussi qu'est-ce qu'un responsable qualité industrialisation textile. Tu parles aussi beaucoup voilà, de métamorphose du métier, de modification. J'aimerais savoir un petit peu comment ton poste il a évolué et quelles sont vraiment tes tâches en tant que responsable qualité. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans ce poste et sa force aussi, c'est le fait tout le monde ne peut pas devenir responsable qualité parce qu'il faut connaître tous les maillons de la chaîne, aussi bien du côté modélisme que du côté stylisme. Il faut vraiment connaître les contraintes de chaque métier avant de pouvoir être une responsable qualité parce que c'est un métier qui est transversal. C'est-à-dire, je côtoie et je suis obligée de côtoyer aussi bien les stylistes en amont de la création d'un produit que jusqu'au responsable boutique pour avoir les retours clients. Donc, entre le styliste de base, à la base du projet et la livraison en boutique, il y a une multitude inimaginable de métiers. La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité de faire la journée des métiers pour le collège et le lycée de mes enfants. Et ce qui m'a retenu mon attention, c'est que les jeunes ont juste une image très, très vague de ce que peut être l'univers de la mode. Pour eux, la mode, c'est juste un dessin
et un dessin et un dessin. Non, c'est des métiers passionnants, c'est une flopée de métiers qui font qu'un vêtement peut exister. Donc moi, mon métier, c'est vraiment interagir avec tous les personnages de la chaîne. Vraiment tout le monde, aussi bien les stylistes, les modélistes. Et là, je donne vraiment les grandes lignes parce qu'en dessous du mot modélisme, il y a toutes sortes de métiers. En dessous du styliste, il y a toutes sortes de stylistes. À côté de ces métiers, il y a d'autres métiers qui sont obligés d'exister pour que le vêtement puisse exister, c'est-à-dire la styliste achat tissu. Ensuite, il y aura les contrôleurs qualité, il y aura les techniciens produits, il y aura la modéliste lectra, il y aura les patronnières. Enfin, c'est tout un univers. Donc moi, j'interagis avec toutes ces personnes-là pour arriver à faire une collection à grande échelle avec des usines. Donc aussi, mon interaction aussi est avec les usines, avec les mécaniciens, comme on les appelle dans le métier, c'est-à-dire les couturières, les couturiers, ceux qui font de la chaîne, du montage en chaîne, jusqu'à la boutique et voir le retour des clientes en fait. Et c'est un métier qui est vraiment passionnant. Oui, oui. Et est-ce que dans le processus créatif, tu as un mot à dire, par exemple, sur on veut réaliser un sac. Malheureusement, le sac qui a été conçu par les stylistes, ou imaginé en tout cas, en esprit, ils ont utilisé un matériau qui n'est pas forcément adapté. Est-ce que toi, tu as la main là-dessus pour dire, non, là, voici les matériaux qu'on utilise, ceux-là, on ne les utiliserait pas pour telle ou telle raison? Oui. Absolument. Ça fait partie de mes tâches. C'est vraiment d'anticiper toutes sortes de problèmes à tous les niveaux. Et pour réaliser, tu dis un sac, mais ça peut être un gant à 6 doigts, par exemple. Quelle sera la contrainte pour chacune des personnes jusqu'à la boutique? Et surtout, essayer aussi avec les boutiques, les responsables boutiques, d'anticiper aussi quelles pourraient être les réflexions des clientes. Qu'est-ce qui va faire qu'elle n'achètera pas ce sac ou ce gant à 6 doigts, par exemple. Vraiment anticiper à chaque étape tous les problèmes. Donc, ça démarre des stylistes, on disait, OK, c'est très beau, ça c'est certainement, c'est voulu, il n'y a pas de souci. Mon rôle n'est pas de juger, c'est vraiment de conduire un produit de sa naissance jusqu'à sa vente. Enfin, sa vente, je ne vends pas, mais de l'accompagner pour qu'il puisse mieux se vendre, en fait. Aujourd'hui, tu as été quand même une personne qui a été assez mobile, tu as travaillé dans dans des industries toujours dans la mode, mais dans des secteurs assez différents, c'est-à-dire tu as fait du entrée de gamme, premium, luxe. Donc, quelles sont vraiment les différences? Est-ce que déjà il y a des différences entre au niveau chaîne créative, processus créatif entre ces industries-là ou pas tellement? Bon, c'est vrai que moi, dans mon profil, ce que moi j'ai voulu avant toute chose, c'est connaître intégralement l'univers de la mode et aussi bien le bas de gamme, comme on dit, mais j'aime pas trop ce mot parce que ce sont des gens tout à fait corrects qui travaillent aussi bien, les mêmes personnes dans le luxe aussi. Donc, en fait, pour moi, c'est important de toucher aux différents aspects et aux différentes marques de l'univers du luxe. Ne pas simplement arriver et de m'arrêter au luxe. C'est déjà un métier qui est tellement cloisonné que si l'on s'auto-cloisonne encore, enfin pour ma personnalité, c'était pas possible. Donc j'ai pas eu de problème ni de complexe à travailler aussi bien chez Naf que faire des missions chez un Tati quand j'en avais envie ou pour rendre service à des collègues, ou aussi bien travailler chez qui j'ai travaillé chez Kenzo, chez très courte mission chez Chanel et c'était une expérience, Travailler chez Dior, chez Saint-Laurent, c'est des expériences aussi. Aujourd'hui, je suis dans une autre maison qui est beaucoup moins luxe que Dior, mais ça reste pour moi, avant toute chose, toujours apprendre l'univers de l'industrie textile et surtout apporter ma touche à chaque étape. Voilà un peu, mais c'est vrai que je n'ai pas de problème, j'ai jamais eu de problème à travailler pour telle ou telle marque, non, vraiment. Et ce que je retire de chacune, c'est l'apprentissage. À chaque fois, il faut apprendre. Apprendre égale à évoluer. Ne pas apprendre, dans ma définition, c'est à mourir à petit feu. Voilà un peu. Et justement, j'aimerais aussi que tu puisses nous parler de ton expérience auprès des maisons de luxe.
Justement, sur le podcast Biol, on parle de l'industrie du luxe, mais également, on ne sait pas que ça, je m'adresse aussi aux jeunes qui ont une passion pour la mode, pour les métiers de la mode. Souvent, on a envie de se développer dans l'univers de la mode, du luxe, parce qu'on aime cette industrie, on aime ce milieu-là. J'aimerais savoir quels sont, en tant que responsable qualité, industrialisation textile, quelles ont été tes expériences, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans cet univers-là? La première chose, c'est qu'il faut que la personne, le jeune, sache où est ce qu'il veut faire. C'est vrai que c'est difficile dès le début de savoir exactement ce qu'on veut faire. Mais ce qui est bien dans cette industrie, c'est qu'on a deux grandes catégories, le stylisme ou le modélisme. C'est deux choses qui sont définitivement complémentaires. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est indissociable. Mais il faut dès le départ savoir si on est plus styliste que modéliste. Moi, j'ai toujours aimé la couture, j'ai toujours aimé coudre. Le son de la machine, donc je savais déjà, chance pour moi, que mon orientation allait d'abord vers le produit, le vêtement, le décortiquer le vêtement. Après, il y a certains qui vont être beaucoup plus dans la création pure et dure, ne pas aimer l'envers du décor. Moi, j'aime l'envers du décor parce que cet envers-là, il n'y a pas de décor. Moi, j'aime aller au fond des choses. Donc, du coup, quelqu'un qui veut faire de la mode, je lui dirais déjà, teste tes affinités. Es-tu plus styliste que modéliste? Déjà, en répondant à cette question, c'est déjà énorme. C'est répondre à plus de 50% du problème. Une fois qu'on a déterminé la branche dans laquelle on a envie d'évoluer, là, maintenant, on peut expérimenter les différentes choses tout en se demandant où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Personnellement, c'est le schéma que j'ai fait pour ma carrière, c'est rentrer. On sait qu'au début, on est jeune, on doit tout apprendre. Il faut avoir de la résilience, accepter les contraintes. C'est un milieu, que ce soit aussi bien styliste que modéliste, c'est un milieu qui demande de l'endurance, clairement, vraiment de l'endurance. On estime, quelle que soit la marque, que nous, en tant qu'employés ou éléments de cette marque, de cette société, nous devons corps et âme à la marque. D'accord? Déjà, pour les jeunes, il faut accepter que des journées ne sont pas des journées de 8 heures. Il faut accepter que c'est 20 heures, ou plus. Donc déjà, dès le début, il faut être prêt à l'endurance et au travail. Et ensuite, au fur et à mesure, se mettre des objectifs. 5 ans, où est-ce que je peux être? Aujourd'hui, je suis là. Dans 5 ans, où est-ce que j'ai envie d'être? Et en fonction de l'objectif, voir comment naviguer et atteindre ces objectifs. Et le faire au fur et à mesure, tout au long de sa carrière. Je pense que c'est une bonne façon, déjà. Bien sûr, totalement. Tu as parlé tout à l'heure d'apporter ta touche, tu as parlé du son de la machine à coudre, tu as parlé un peu de ta personnalité. Justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a mené justement à aimer cet envers du décor? Parce que tu nous as donné quelques petits éléments. Qu'est-ce qui t'a vraiment dit, ah mais c'est là où je me vois être, c'est dans ça c'est ce que je me vois faire en tout cas? Bon, cette question m'étonne toujours parce que pour moi, je ne sais pas si j'aurais pu faire autre chose parce que c'est tellement évident pour moi. Bon, ça va être le schéma classique, maman qui faisait de la couture, et puis voilà, entourée de 2 femmes, sa mère, donc ma grand-mère et ma mère qui aimaient la couture, qui aimaient voilà, tout le cérémonial de la recherche matière, tissu, de la recherche des finitions. Donc, je suis née dedans. Donc, bon, pour moi, c'est limite naturel. Mais c'est vrai que j'ai aimé, ce qui m'a vraiment fait aimer la mode, c'est toujours d'être entourée de femmes, mes tantes, qui aimaient vraiment s'habiller. Mais plus que ça, c'est ces créateurs africains qui me faisaient rêver dans Amina Magazine, c'est Gisèle Gomez. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent cette femme. Un Chris Seydou, mon Dieu. Je rêve d'une école de mode africaine où on apprend nos vrais créateurs, ceux qui nous ont fait rêver. Moi, personnellement, je n'ai pas enclenché la mode avec autant de résilience pour un Christian Dior ou pour une Gabrielle Chanel. Je les ai appris plus tard.
Je les ai vus, oui, j'ai eu la chance de les voir sur de la famille, d'accord. Mais les premières personnes qui m'ont fait dire c'est ça que je veux faire, oui, c'est Gisèle Gomez, c'est Chris Seydou, ça a été Alfadi, le concept du FIMA. Moi, j'ai eu la chance de voir le FIMA naître. Donc, ça nous a fait rêver. Les mannequins comme Naomi Campbell, on se dit, waouh, les journaux disent qu'elle est méchante, etc. Mais une fois qu'on est dedans, on se dit, OK, c'est une fighteuse. Donc, on doit fighter comme elle. Donc, ce qu'elle dit, les comportements qu'elle a pu avoir sont réels. Donc, c'est tous ces personnages qui sont, auxquels moi, je pourrais m'identifier, qui m'ont fait aimer la mode, et dire, OK, je peux le faire et je vais le faire. Voilà. Et après, j'ai aimé les autres maisons avec beaucoup d'admiration, des maisons comme Hermès, Dior, Chanel. Bon, c'est un peu controversé, mais beaucoup de respect pour le personnage. Il n'y a rien à dire, c'est son histoire. Et puis les autres, Schiaparelli, enfin, voilà. Fantastique. Du coup, justement, quand tu es responsable et que justement tu travailles dans la chaîne là créative, c'est vrai qu'on appelle souvent, c'est à grande échelle, si je ne me trompe pas, en général, c'est de la création de pièces qui est à grande échelle, c'est pas juste 10 faits à la main qui vont être vendus, c'est beaucoup plus, les quantités sont beaucoup plus élevées. Et justement, j'aimerais avoir ton point de vue, là on va passer sur la partie vraiment industrialisation, mode, luxe, ici en Afrique, mais j'aimerais savoir si justement, en Afrique, en prenant vraiment le contexte actuel, c'est-à-dire peut-être l'émulation qu'il y a en ce moment en Afrique, où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des volontés aussi de mettre en avant la culture africaine, il y a des personnes qui veulent aussi revenir en Afrique, enfin, en prenant tout le contexte qu'il y a sur le continent, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'Afrique, ou si on se contente plutôt à la région Afrique de l'Ouest, serait prête à accueillir une industrialisation de textiles à grande échelle? Honnêtement, vu ce que le Bénin a fait comme pas en avant en très peu de temps, la seule réponse que je pourrais te dire, c'est il suffit juste d'une vraie volonté. Il suffit d'une vraie volonté pour que ce gap que nous, notre pays, à toi et moi, a pu faire, puisse faire le même gap dans l'industrie textile. Avant même de parler de luxe, dans l'industrie textile. Et c'est nécessaire. Pour faire ce grand pas-là, la base, comme pour tout dans la vie, c'est la formation. Nous avons besoin de former nos jeunes à tous les niveaux. Tout le monde ne peut pas être styliste. Et je ne nous critique pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant fait la journée des métiers pour des adolescents français, européens, etc., ils ont les mêmes clichés de mode que nous. C'est juste le folklore du podium. Il faut leur apprendre à ce que c'est que réellement l'industrie de la mode. Et en faisant déjà ce panel, en ouvrant ce panel de formation, on verra qui va rester. Ça va se décanter tout seul. Tout simplement. Tout le monde est créatif. Ça, c'est une chose qu'on ne peut enlever à personne. Nous sommes tous créatifs. Chaque femme est sublime à sa manière. Il suffit juste qu'elle trouve son angle de vue ou son beau Photoshop, j'en sais rien. En tout cas, il faut juste trouver quelle est sa source de beauté. Mais nous sommes tous et toutes créatifs. Maintenant, avons-nous tous les capacités de rendre notre côté créatif en métier? Avons-nous la capacité aussi de rester dans le métier? Avons-nous la capacité de développer ce métier? Pour moi, tout est une question de volonté de nos États. C'est la base. C'est le moment où nous avons un État qui décide de miser sur sa jeunesse en la formant pour une industrie, par exemple comme l'industrie textile, les choses vont se mettre en place. Il nous faudra forcément des écoles. Ces écoles, il faudra des partenariats avec des autres écoles dans d'autres continents, parce que après tout, aujourd'hui, avec Internet, le monde est à nous tous. On a le droit de converser, de faire des cours d'une planète à une autre. Enfin, d'une planète, c'est juste pour dire d'un continent. Parce qu'on est tellement séparés que, oui, ça me donne des fois l'impression que nous sommes séparés par des planètes, en fait. Mais réellement non. Avec une volonté étatique de former les jeunes, on peut mais faire un grand pas dans l'industrie textile.
En ce qui concerne le mot luxe, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une création qui est typiquement à nous, qui est réellement à nous, et c'est à nous comment dirais-je, pas de l'approprier parce que nous l'avons déjà, mais c'est à nous de le chérir euh, à 1000%. Nous sommes dans ce que j'appelle un artisanat de luxe. Parce que nous faisons des pièces extraordinaires, des pièces uniques extraordinaires. OK? Déjà, avec le côté unique, nous sommes déjà un pas dans le luxe. Luxe ne supporte pas la multiplication à l'infini, sauf, bien sûr, pour certains types de produits. Voilà, on va connaître le Timeless de Chanel. C'est un sac qu'il faut avoir parce que ça a une histoire, parce que ça a une identité déjà, parce que le côté unique a déjà été imprimé à la base. Donc, du coup, tout le monde a envie d'avoir ce petit goût d'unique. Ce petit goût d'unique a un prix. Donc, tout le monde, finalement, ne peut pas avoir ce qui peut se faire à la chaîne. Donc, on a déjà, dans nos artisanats, un petit peu de luxe, beaucoup de luxe. À nous maintenant de développer cet artisanat de luxe en disant, OK, en Afrique aujourd'hui, nous avons un artisanat de luxe qu'on développe, qu'on chérit. Quand je dis développer, ça ne veut pas dire reproduire le même sac 1 million de fois. Non, l'artisanat doit rester ce que c'est, ce que nous faisons aujourd'hui. Des choses encore à la main, encore uniques. Telle personne est la seule à pouvoir tanner ce type de cuir. Eh bien, OK, c'est un savoir-faire qui va se transmettre petit à petit. On revient toujours au point qui est la formation. Moi, j'y crois. Aujourd'hui, voilà, à mon âge, j'ai 46 ans, les grands rêves que j'ai pu faire, ne serait-ce que pour mon pays ou pour moi-même, se sont réalisés. J'ai rêvé de l'Amazone, j'ai dessiné l'Amazone dans mon coin. Aujourd'hui, mon pays a l'Amazone comme emblème. Donc, je dis, oui, il faut rêver grand, il faut rêver grand. Et s'il y a une volonté étatique, tout peut se faire. Bien sûr. Franchement, c'est ça. Et puis, je pense que aussi, en vivant maintenant ici, ça fait 6 mois, bon, ça fait pas longtemps, mais j'avais l'habitude de venir ici au Bénin pendant les vacances et je voyais bien, on a le savoir-faire, on sait le faire. Et mine de rien, même s'il n'y a pas encore un certain souffle étatique, on sait comment transmettre. Je vois beaucoup de personnes âgées qui font du tissage, etc., qui savent le transmettre. Il faut juste que leur voix, elle porte plus, mais il faut aussi que les gens de l'extérieur, surtout, et même les personnes à l'intérieur même du pays, prennent conscience que c'est de l'artisanat, c'est de la qualité, et c'est du savoir-faire, et qu'on investisse dedans, au lieu de forcément se dire « Ah, là, je vais tout de suite aller en Europe ». C'est-à-dire de tout de suite d'abord voir ce qui se fait chez nous et si on ne trouve pas ce dont on a besoin, là, ok, on pourra se replier sur d'autres choix, mais se dire, ok, bah, à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui fait un sac qui sied vraiment l'esthétique que je veux montrer. Là, il faut que je vais investir dedans pour aussi le soutenir. C'est quelque chose qui manque vraiment et c'est aussi une mentalité. Oui, absolument. Absolument. Mais je pense que ça va changer et j'espère que ça va changer. Il nous faut communiquer entre nous. Il nous faut être indulgents de part et d'autre. C'est-à-dire les Africains qui sont à l'extérieur et les Africains qui sont à l'intérieur de l'Afrique. Il nous faut rediscuter, entre guillemets, ensemble, baisser nos gardes différentes, d'accord, baisser la garde, nous rappeler de l'essentiel. Nous avons un but commun qui est de nous valoriser. D'accord. Faut pas que ceux qui sont à l'intérieur de l'Afrique, de nos pays, n'oublient pas que ceux qui sont à l'extérieur gardent toujours un lien avec l'intérieur, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas couper. Il n'y a rien à faire. Même celui qui est parti il y a 130 ans, il y a toujours ce goût de revenir chez soi. Il y a toujours un moment donné de nos vies, ce besoin de dire aux autres qui sont autour de nous, moi je viens de tel endroit. C'est toujours un plaisir. Et ça restera effectivement, comme tu viens si bien de le dire, quand on parle de la mode, c'est effectivement acheter un sac typiquement africain, le porter à sa manière ici, dans l'environnement où on est, et le présenter de telle sorte que nos interlocuteurs s'interrogent sur l'origine de ce sac. Et avoir la fierté de lui dire, mon sac, il vient du Nigeria, c'est la marque Zashangu, c'est une jeune Nigérienne qui se bat depuis des années et aujourd'hui, son évolution est parfaite. Je suis très fière d'avoir son numéro 1.
Et ça, c'est une réalité qu'on est tous capables de faire. C'est porter du Zimana ici et se dire, ben, OK, ça vient du Cameroun, c'est moi. C'est porter du Made in Bénin. L'Afrique est tellement vaste. Enfin, je veux dire, sur 365 jours, on a largement de quoi s'habiller. Avec des petites touches en fonction de l'environnement où on vit, mais on a toujours la possibilité, selon moi, de faire la promotion de ceux qui sont à l'intérieur. Et de l'autre côté, ceux qui sont à l'intérieur, il faut arrêter de s'imaginer que les autres qui sont à l'extérieur vivent un Eldorado de chez l'Eldorado. Un combat, la vie est un combat. La vie est un combat. La vie est un combat. Si nous ne nous soutenons pas mutuellement, lorsque on a envie quelqu'un me dit, mais je veux acheter ton sac Zachandou parce que c'est la marque qui me plaît énormément. C'est une Nigériane, mais il y a une marque béninoise aussi, Yeba, par exemple. Voilà une marque de sac. Bon, je n'ai pas encore acheté, mais quand je vois, oui, je vais l'acheter parce que ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. C'est une béninoise. Il faut que je l'achète. Je l'achèterai. Donc, c'est à nous aussi. Ayons de l'indulgence des deux côtés. Une qualité que nous allons recevoir. Promettons aux autres qui ont envie d'acheter le sac Yeba ou Zachandou, ils auront la qualité qu'ils voient aujourd'hui avec moi, par exemple. Donc, il y a un dialogue qui est nécessaire, qui est vital. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, nous allons être obligés de dialoguer ensemble. Il faut dialoguer, on en a besoin. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses nous dire comment dialoguer, en fait, entre sa terre d'origine, son pays natal, son motherland, mais également entre la modernité, ou peut-être, quand je dis modernité, c'est ce qui s'y fait maintenant, c'est ce qui est nouveau, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ou même l'inspiration européenne. Et en fait, je te demande ça parce que j'aimerais savoir comment on peut préserver notre culture africaine, trouver un équilibre, en fait, dans qui on est, dans les projets qu'on veut faire, entre la tradition, la culture et la modernité. Tu es un modèle, je tiens à le dire, tu es une personne aujourd'hui qui a réussi à le faire grâce aussi à ton travail artistique. Et aujourd'hui, tu as écrit, tu as toi-même de tes propres recherches réuni voilà, de l'histoire enfouie. L'œuvre s'intitule Agodier, Amazone, femme guerrière du Dahomey. Et j'aimerais justement que tu puisses nous dire comment, en ayant écrit cette œuvre, parce que pour moi c'est une œuvre, j'ajouterais des close-up et des... Je crois que nous avons, je suis persuadée que nous avons tous, si je parle que des Béninois, nous avons une culture qui est une force incroyable. Chaque Béninois, de toute façon, se distingue à l'extérieur, même sans parler. C'est clair. On est d'accord. On a la réputation d'être des gens extraordinairement bien élevés, extraordinairement polis. On a la réputation pour nous, les femmes, d'être des battantes, des femmes silencieuses mais battantes. C'est-à-dire, nous avons déjà une base qui est déjà toute faite. Notre éducation pose déjà les bases de tout, de tout. Et sur ce point-là, je peux dire que nous avons un cran d'avance sur beaucoup de nos confrères ou de nos frères et sœurs africains. Vraiment. Du coup, je crois que pour nous Béninois, il est facile de poser notre culture parce que nous la posons déjà naturellement. Donc, pour moi, ça a été facile de parler, enfin, facile. Ça a été facile, oui, de parler de ma culture parce que je n'ai jamais caché. Que j'aille chez une petite marque ou du luxe, on sait d'abord que je suis béninoise, vivant en France, certes, mais je suis d'abord une béninoise. Mais c'est quoi le Bénin? Le Bénin se trouve là. Et j'ouvre la curiosité de mon interlocuteur. Et là, je lui dis, oui, qui est le Bénin? D'où vient ma culture? Les dates clés de ma culture, je les vends. Je souhaiterais aller, contrairement à vous, au ski, j'aimerais bien être à Cotonou en janvier. Sauf que je sais que dans mon industrie, le mois de janvier, c'est très compliqué. Personne ne bouge. Et pourquoi? Et du coup, ça me permet de décrire ma culture, parce que c'est le mois du vaudou, parce que nous fêtons nos divinités. Ah bon, je pense que nous avons la chance, en tant qu'Africains, de pouvoir parler
de façon très naturelle de qui nous sommes. Nous Et devons le faire tout naturellement. notre culture est tellement riche, il y a tellement de choses à dire en fait que on en parle, comme tu dis, avec facilité, avec légèreté, et les gens ont envie de nous écouter, et les gens nous écoutent surtout, Oui. parce qu'on a des choses à le dire et on le dit avec le cœur. Oui. Et il faut en être fier. Oui. Il faut en être fier. C'est le mot exact. C'est ce que tu viens de dire. Moi, j'ai toujours été fière. Vraiment, je ne sais pas à quel moment j'ai pu vouloir me cacher derrière quoi que ce soit pour cacher que je suis béninoise. Non, je n'ai jamais caché que j'étais béninoise. Et j'ai appris à mes enfants à ne jamais cacher d'où ils viennent. On peut avoir l'accent turc, l'accent anglais, l'accent allemand. On est béninois. On est béninois. Et ça doit se voir. C'est pas une interrogation. On peut me demander, effectivement, tu peux, sénégalaise, ivoirienne, non, béninoise. Et puis, ça ouvre la porte à qu'est-ce que le Bénin. C'est juste pour dire que on a oublié que ce n'est pas un problème de parler de sa culture. Ce n'est pas un problème de dire qui on est. Il faut juste accepter qui on est. Je dis ça facilement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de le dire facilement. Mais c'est vrai que quand on rentre dans en tout cas dans l'industrie de la mode que je connais particulièrement, on vous dit de vous mettre dans la case A et de ressembler à tous les éléments de la case A, clairement. Et quand on est jeune, on n'a pas tellement le choix, on doit faire comme on nous demande. Mais la liberté de chacun de nous, c'est OK, j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, je commence à peine à travailler. Mon rôle est de coudre les boutons à longueur de... Je le dis parce que je l'ai fait, hein, coudre des boutons à longueur de journée. C'est horrible. Mais... On sent le mauvais souvenir là. Non, c'est pas un mauvais souvenir. Ça m'a marqué parce que j'y suis arrivée. Et ça m'a permis de sortir des boutons et de faire une autre tâche plus importante. Mais il faut aimer. Mais en cousant ces boutons-là, mon écharpe elle sera par exemple en pagne doublée de molleton. Parce qu'il fait froid. Ça sera l'été, ma petite robe, mon petit haut, ça sera en pagne. Et ça sera sur un jean. Mon identité, ma liberté, c'est de poser mon identité par certains moments. Et ça ne se questionne pas, ça ne se dit pas. Je suis comme je suis, c'est tout, avec ce que j'ai. Voilà. Et quand dans une conversation, une réflexion, cette expression-là, chez moi, on dit ça comme ça. Et j'apprends le mot à mon interlocuteur. Je trouve que nous avons nous sommes extraordinairement chanceux d'être qui nous sommes. Et nous devons, de façon naturelle, sans aucun complexe, le partager à tous les moments. Donc, je ne sais pas comment le dire autrement. Après, je ne sais pas, peut-être que dans la finance, c'est différent, peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Voilà. Et c'est important, parce que c'est ça qui compte. Alors maintenant, on va passer à notre dernière partie, tes réalisations, parce que moi, c'est le sujet dont j'aime le plus parler. Là, on vient de parler de la culture, donc ça fait sens. Tu as réalisé, donc, comme j'ai dit avant, l'œuvre, le catalogue artistique Agodje, Amazon, femme guerrière du Dahomey. Est-ce que tu pourrais nous parler de la conceptualisation, de l'idée d'abord que tu as eue? Comment ce projet est né? Les Amazones. Les Amazones, c'est très, très personnel. C'est vraiment, c'est à la limite de l'intime. Vraiment. Parce que c'est un lien indéfectible avec la personne qui m'a élevée, la toute première personne qui m'a élevée, qui est ma grand-mère, avec des contes dont je ne comprenais strictement rien, mais je retenais l'essentiel qui est courage, il faut le faire, la femme peut le faire. Dans une maison, même si une maison est remplie de domestiques, toi aussi, tu dois savoir balayer ta chambre. C'est des choses qui sont basiques, hein, y a rien d'extraordinaire. Mais se le faire répéter à une enfant à longueur de temps, sous fond de contes d'antan, dans ton pays, il y a eu tel type de femme. Et je me suis toujours dit, bon, c'est des contes d'enfants, quoi, c'est des contes sympathiques. Et puis, voilà, au fur et à mesure, j'ai creusé. J'ai cherché, je me suis dit, d'où viennent ces contes? Parce que quand je cherche côté Bénin, j'ai pas d'informations. Je cherche côté français, j'ai un peu plus d'informations. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui ne matche pas. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, Béninois, on veut enterrer ces dames-là? Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal, en fait? Donc, curiosité en curiosité, recherche en recherche, je dessine ce que je trouve. C'est mon expression. Je couds des petits bouts de tissu pour leur donner vie, parce que une fois la recherche faite,
vu qu'il n'y a pas d'informations ni côté béninois et très peu d'informations côté français, je me dis, il y a quelque chose en fait, il y a forcément quelque chose. Et les récits de ma grand-mère sont précis. Les chansons, là, et c'est dans la tête, c'est dans la mémoire. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas pu mentir en fait. Et de recherche en recherche, je me rends compte que non, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. La fierté qu'elle avait et l'admiration qu'elle avait pour ses Amazones, moi, c'est ce qu'elle m'a transmis. Quand un objectif arrive, moi, un défi arrive ou quelque chose de compliqué arrive qui me fait peur, je me rappelle toujours les chants, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la femme ne peut pas faire en fait? Qu'est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire? Est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Il y a beaucoup de doutes, mais à la fin, on le fait. Donc, c'est le catalogue aujourd'hui, ce n'est que la suite logique des costumes des Amazones parce que j'avais besoin de leur donner vie. J'avais besoin de dire non, c'est pas juste un mythe. C'est pas juste un mythe. Elles n'ont rien fait de mal. Elles ont fait ce que font les femmes encore aujourd'hui. Elles fight pour des causes qui leur sont chères. Il y a des femmes qui continuent à se battre pour leur pays. Il y a des femmes qui se battent tous les jours pour leur famille, pour leurs enfants. Ce sont des combats à ne pas minimiser. Et ce que j'adore dans les valeurs des Amazones, c'est que à chaque fois que je pose une exposition ou que j'invite à les découvrir, quelle que soit l'origine de ces femmes, elles se les réapproprient. Que ce soit les femmes africaines, les femmes européennes, les femmes asiatiques. Tes Amazones, ce sont nous. Donc, pour moi, les Amazones, c'est juste... c'est le Bénin en famille, en fait. C'est un symbole fort. Oui. Donc voilà comment est né c'est même plus un projet, pour moi c'est un parcours de vie parce qu'il y a encore tellement de choses à raconter sur elle, il y a tellement de choses à partager avec elle et elles sont tellement à partager avec le plus de monde possible que le monde est tellement vaste. Je rêve que d'autres jeunes femmes reprennent ce créneau et le développent parce qu'elles ne doivent pas mourir une deuxième fois, c'est pas possible. Et justement, au Bénin, il y a eu du coup notre très très grande Amazone qui fait des mètres et des mètres, qui montre vraiment, on voit l'envergure de la statue, montre bien la place et la force que portaient ces femmes-là, qui est érigée maintenant sur le boulevard de la Marina. Quel a été ton sentiment, ta réaction lorsque tu as appris la nouvelle en tout cas? J'ai été soulagée et puis extrêmement fière. Je me suis dit, girls, pour parler des Amazones, here we are. Je me suis dit, vous l'avez fait, vous avez gagné en fait. Je me suis dit, les go, vous avez gagné. Vous avez gagné, vous êtes à nouveau à la maison. Je ne sais pas comment te décrire mon sentiment de fierté, d'en avoir rêvé et d'en voir une posée comme ça. Waouh! Oui, elles ont réussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que la mémoire des Amazones Voyage, d'une part par le film qui a été fait, The Woman King, au cinéma, qui a été, moi je suis partie le voir, j'ai pleuré pendant... Après, 3 jours après, c'est là où j'ai vraiment compris. D'ailleurs, j'avais vu l'Amazone quelques mois avant, mais lorsque je suis partie voir le film au cinéma, les réalisations, les reconstitutions qui ont été faites, vraiment, je me suis sentie fière. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi on m'en a jamais parlé? Pourquoi on m'en a jamais parlé? Donc, je me suis dit, mais ce film-là, il a voyagé. Et puis, ton catalogue aussi voyage, ou du moins tes expositions de voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, justement, des différentes expositions qu'il y a eu des Amazones dans le monde, parce qu'on peut dire dans le monde, dans les divers continents? C'est vrai que la première fois où j'ai osé montrer la toute première partie de mes costumes des Amazones, c'était à Hong Kong. J'avais pas peur parce que ça s'était jamais fait. Personne ne connaissait plus ce que c'est les Amazones. Personne ne s'attendait à les voir. Donc, vraiment, c'était un challenge, mais
comme il n'y avait pas d'antécédent, bon, ils aiment ou ils n'aiment pas. Et bien, la curiosité, ça a été un grand waouh. Je me suis dit, OK, ça veut dire que le combat de ces femmes valait la peine, en fait. Ça veut dire que j'ai pas fini, en fait, l'histoire. Ça veut dire que ça a été Hong Kong. Et puis C'était moi, waouh. non, il faut que je continue parce que j'avais fait qu'une première partie. Je dis non, mais il faut que je fasse toute l'armée, en fait. Et puis 2018, j'ai été sollicitée par le chef de l'État pour présenter ma deuxième partie des Amazones, ce qui a été fait à la place du souvenir maintenant, l'ancienne place des Martyrs. Je crois que c'est de toutes les expositions, c'était la plus belle parce que ça a été pensé pour que tout le monde puisse les voir de jour comme de nuit. Donc, ça supposait une certaine logistique, ça supposait d'être éclairé pendant la nuit. Ça a été un très, très beau défi. Donc, deuxième exposition au Bénin, à Cotonou, c'était logique. Après, ça a été Paris, mais présenté plutôt à des étudiants de l'art. Oui. C'était plutôt du côté de la posture, le rôle du costume. Ce costume renvoie à quel corps de métier. Donc, beaucoup plus du côté enseignement, formation. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse dans ce cheminement d'exposition, c'est toujours apprendre notre culture aux autres, former les autres aussi à ce que notre culture a été, à quel moment de l'histoire, au moment de l'épopée des Amazones. Après Paris, ça a été Casablanca. Grande surprise, vraiment grande surprise parce que les différents points que moi j'aime aborder autour de ces costumes ont été respectés et ça a été un vrai succès dans le sens où il y a eu des ateliers pour enfants, donc les enfants ont réappris aussi ce qu'est notre. C'est important. À chaque fois que je fais une exposition, j'aime vraiment associer les enfants ou les étudiants ou les jeunes. En tout cas, des personnes capables de se réapproprier l'histoire, de comprendre aussi. Et chacun doit comprendre notre histoire à son niveau. Donc, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus réceptif. Donc, les ateliers enfants. Travailler avec des étudiants en école d'art. Travailler, souvent, ce sont les femmes aussi qui viennent, les femmes, voilà, parce que leur combat ressemble un peu à celle des Amazones. Et elles ont envie de parler, elles ont envie de se comparer à ces Amazones, elles ont envie d'être les Amazones. Donc, Casablanca. Et puis, je sais pas pourquoi, le Maroc m'aime bien. Tant mieux. Lancé toujours au Maroc. Et les femmes, pareil, se sont réappropriées les costumes, les rôles aussi. Certaines se voyaient, voilà, moi je suis plus une faucheuse qu'une archère. Non, c'est vraiment très intéressant. Les échanges sont extraordinaires. Donc ce parcours d'exposition va continuer et je suis très heureuse que ce schéma, en fait, de tout le temps échanger, apprendre notre culture à travers les valeurs des Amazones reste et soit accepté à chaque fois, à chaque exposition. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Au-delà de montrer le costume, c'est apprendre qui elles étaient et qui nous sommes aujourd'hui. Vraiment, c'est trop beau parce qu'au final, les Amazones, c'est un message universel pour toutes les femmes. Et ça montre vraiment que la culture, c'est quelque chose de puissant. Et que lorsqu'on se l'approprie, on se la réapproprie et on décide de communiquer, lorsque tu disais tout à l'heure, eh bien, il y a vraiment un poids. Et je pense qu'on peut noter que si on veut partager si on veut que la culture ait un poids, il faut la communiquer. Oui. Il faut la partager. Il faut la partager, il faut avoir aussi confiance en la beauté que nous voyons d'abord pour que le monde voit la beauté après. Et vraiment, je trouve que c'est des messages qui sont vraiment très, très beaux, très, très forts et qu'il faut continuer à partager encore et encore. Donc, en tout cas, le podcast Biol est là pour continuer à partager de tes activités. J'espère qu'on reverra très, très rapidement des expositions. J'espère même de les revoir au Bénin ou à Paris, ou peu importe, j'espère. De revoir aussi de tes travaux, Michel, parce que voilà, je vais mettre des photos, toutes les informations seront dans la boîte de description en bas de cette vidéo, donc vous pourrez aller voir le compte Instagram, le site, les sites,
Vous pourrez aussi également vous procurer le catalogue artistique des Amazones, Femmes guerrières du Dangomey. En tout cas, nous, on tire vers la fin, Michel. Merci. Je suis vraiment très, très contente que tu aies été présente aujourd'hui. Vraiment, c'est super. Les messages, les choses, les leçons, les conseils qui ont été partagés sont vraiment forts. Et j'espère que ça touchera vraiment en plein cœur les jeunes qui nous regarderont et bien d'autres encore. En tout cas, peut-être que tu reviendras pour nous partager tes prochains travaux. Oui. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très sympathique. Vraiment très sympathique. Heureusement que voilà, j'ai été courte parce qu'en général, quand je parle de mon métier ou des Amazones, voilà. Mais il ne faut pas trop en dire. Il faut qu'après, nos auditeurs ils puissent aller découvrir d'eux-mêmes. Donc, on n'en dit pas plus. Voilà. C'est la fin du podcast Biol. Retrouvez un prochain épisode le mois prochain. S'il y a des personnes que vous avez envie de voir sur ce podcast, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Toutes les marques mentionnées, tout ce qui a été mentionné sera inscrit dans la boîte de description. Pendant ce temps, prenez soin de vous. Merci à toi, Michel. Et bonnes choses et belles choses.